Informez-vous en temps réel sur Reflet d'Afrique Télévision. Bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous de l'information du soir sur Reflet d'Afrique Télévision, les titres de ce journal. Quelle est la situation judiciaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun? Où en est-on avec les programmes des vols de la Camerco et l'état d'avancement des travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Douala? Ce sont des sujets et bien d'autres qui ont meublé la plénière des questions orales présidée hier jeudi 18 juin par le premier vice-président du Sénat Aboubakary Abdoulaye. Nous en parlons dans ce journal. À l'extrême nord, le FECOM vient de mettre à la disposition des communes de cette partie du pays une enveloppe d'1 milliard de francs CFA pour les aider à prendre des personnes déplacées et les couches les plus défavorisées en compte. Un glissement de terrain cause la mort d'au moins 13 personnes et de nombreux disparus ensevelis sous des tonnes de boue hier jeudi dans la banlieue nord d'Abidjan. Des centaines de personnes, dont certaines s'enfoncent par moments jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux hanches, dans la boue, tentent de retrouver encore des survivants. Madame, Monsieur, voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Enregistrement des naissances de l'Union africaine et l'UNICEF lance le programme Mon nom est personne. En effet, à la faveur de la journée de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier sous le thème l'accès à des systèmes judiciaires amis des enfants en Afrique, l'Union africaine et l'Organisation des Nations Unies pour l'enfant ont lancé une campagne pour promouvoir l'accélération des droits des enfants à une identité légale et l'accès aux services. Les détails, la Julie Faupa. À la faveur de la journée de l'enfant africain, célébrée le 16 juin 2020 sous le thème « L'accès à des systèmes judiciaires amis des enfants en Afrique », l'Union africaine et l'UNICEF ont lancé la campagne « Mon nom est personne », accélérant les droits des enfants à une identité légale et l'accès aux services dont la justice amie des enfants. Dans un contexte marqué par la crise sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, les organisations craignent un recul de l'enregistrement des naissances à cause de la pandémie. La campagne vise à rallier les États membres de l'Union africaine autour d'une rapide mise en œuvre et d'un engagement en faveur de l'enregistrement universel des naissances pour tous les enfants en 2030 et de l'urgence de repositionner l'enregistrement civil et les statistiques vitales en Afrique pour s'attaquer à l'indignité de l'invisibilité. Ainsi, l'Union africaine et l'UNICEF lancent un appel pour que les services d'enregistrement à la naissance soient inclus dans les réponses d'urgence au Covid-19 pour renforcer les soins de santé primaires vers les modèles innovants à généraliser, que les enregistrements des naissances soient numérisés pour améliorer l'accessibilité et la disponibilité des services en période du Covid-19 et au-delà, que toute opportunité pour intégrer au registre d'état civil des enfants n'ayant pas de certificat de naissance soit saisie. Ces plateformes incluent en premier lieu les écoles quand les enfants retourneront en classe, mais aussi les services de protection sociale existants ou en développement. Au Cameroun, selon l'UNICEF, près d'un enfant sur 3 n'a pas d'acte de naissance. Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement menées dans les différentes régions du pays afin d'encourager les parents à établir un acte de naissance à leur enfant. À Babadjou, la grande campagne d'établissement des actes de naissance aux enfants, qui n'en possédait ainsi qu'à toute personne l'ayant égaré, a été lancée depuis la fin d'année dernière. Ce processus a été retardé par les élections municipales et législatives du 9 février 2020, puis par l'actuelle crise sanitaire qui touche le pays. Les audiences de jugement supplétifs qui devaient se tenir au tribunal de Bouddha n'ont pas toujours eu lieu. Ceux ayant déposé le dossier sont toujours dans l'attente. Lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus au Cameroun, toujours, le gouvernement envisage une réouverture des frontières fermées depuis le 17 mars 2020 à cause de la pandémie du coronavirus. La question a été abordée hier, 18 juin 2020, au cours d'une réunion du comité interministériel présidé par visioconférence par le Premier ministre chef du gouvernement, Dr Joseph John Gouté.
La Didonion avait pour seul point à l'ordre du jour l'évaluation et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie gouvernementale de riposte contre la pandémie du nouveau coronavirus. Quelle est la situation judiciaire dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest au Cameroun? Où en est-on avec les programmes des vols de Camerco et l'état d'avancement de la construction de l'autoroute Douala-Yaoundé? Ce sont des sujets bien d'autres qui ont meublé la plénière des questions orales présidée hier jeudi 18 juin par le premier vice-président du Sénat, Aboubakari Abdoulaye. Roméo Kamta a suivi pour nous ces travaux, son compte rendu. Des questions préoccupantes que se pose l'opinion adressées aux membres du gouvernement hier jeudi par les sénateurs. Au centre des interrogations, la gestion de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest et la problématique des transports aériens et terrestres. Concernant la situation judiciaire dans le nord-ouest et le sud-ouest, le premier intervenant de cette plénière des questions orales était le sénateur Kemende Henry qui a dénoncé certains comportements déviants du personnel des juridictions relevant de la cour d'appel de Bamenda. Il a notamment évoqué l'abandon de leur lieu de service. Réagissant à cette dénonciation, le ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre de la Justice, garde des Sceaux, Jean de Dieu Momo, a martelé que toute personne qui se sent directement ou indirectement victime de ces répréhensibles, tels que décriés par le sénateur Kemende, peut ou doit les dénoncer pour que les procédures idoines soient engagées. Parlant de l'autoroute Yaoundé-Douala pour le Cameroun, ce projet est d'une grande envergure sur le plan économique. En effet, son aboutissement fonde beaucoup d'espoir dans l'opinion publique. Par contre, le retard observé inquiète. On comprend pourquoi le sénateur Pierre Flambeau Ngayap, s'adressant au ministre des Travaux publics, s'interroge ainsi. Si l'on met 6 ans pour construire 115 km d'autoroute, il faudra 10 ans pour construire les 135 km restants pour atteindre Douala. Ce raisonnement est-il absurde, monsieur le ministre? Selon le ministre Emmanuel Ngani Djoumessi, 2 raisons justifient ce retard. La libération tardive de l'emprise de la route, la modification du profil en travers de l'ouvrage. L'autre point concerne le transport aérien. Au sujet des programmes des vols de Camerco, le sénateur Mahamat Baha Marouf, parlant au nom des passagers désirant se rendre au Tchad, a exprimé une préoccupation essentielle. Depuis un certain temps, les vols de Camerco Yaoundé-N'Djamena arrivent généralement en fin de journée. Le temps ne permet le passage de la frontière. Représentant le ministre des Transports, le ministre délégué Njoya Zakariou a pris note de ces désagréments et annonce des réajustements. Je voudrais faire connaître qu'une réunion de révision de programmation des vols de toutes les compagnies aériennes est envisagée par l'autorité aéronautique dans les tout prochains jours, a-t-il rassuré. En rappel, cette plénière de questions orales s'inscrit dans le cadre du contrôle de l'action gouvernementale. L'insécurité refait surface dans la ville de Nkonsamba en cette saison de pluie où des hommes sans foi ni loi dictent leurs lois en nocturne dans cette cité. Constat fait au petit matin du 16 juin 2020 au Carrefour Bonangon, à l'arrondissement du Nkonsamba 2e où une boutique a reçu la visite de ces derniers. Le récit des faits avec Apollinaire Kameni. Depuis le retour des pluies dans la cité aux Deux Monts, l'insécurité refait surface. Cette boutique a reçu la visite des hommes sans foi ni loi dans la nuit de ce 15 juin 2020. Le constat de leur forfaiture a été fait au petit matin de ce 16 juin 2020 par les habitants au lieu dit Carrefour Central Bar Bonango dans le 2e arrondissement de Nkonsamba. Directement, il se rapproche pour la porte, il faut comme vous voyez là, avant d'atteler la main. Vous voyez là, ramasser beaucoup de choses. C'est là, qu'est-ce que vous êtes en train de voir là dehors? On a ramassé beaucoup de choses. Tous les cartons au sol, tout. Ceux qui n'ont même pas pu prendre, ils ont gâté, piétiné avec la coupe. Ramasser même le reste est versé là-bas. Ces derniers ont emporté avec eux les marchandises après avoir vidé la caisse qui comportait une importante somme d'argent. On a cassé le chômage, là, vraiment, il ne sait pas. Ce n'est pas bien simple, c'est de décourager les gens à évoluer. À éprouver pas normal, vraiment. Je n'encourage pas ça. Puisque on ne doit pas vouloir avancer certains chez les autres à rentrer. Il ne faut pas être l'ennemi du progrès dans la vie. Ce n'est pas normal. Les éléments de la gendarmerie de Kantimbeng sont descendus sur les lieux. Après un constat, une enquête a été ouverte. Les populations de la ville de Nkonsamba sont appelées à plus de vigilance en cette saison de pluie qui s'abat de manière habituelle dans la cité aux Deux Monts.
Concernant toujours la lutte contre la Covid-19, la Chine offre au Cameroun 4 tonnes de kits médicaux. Ils sont composés de 300 000 masques chirurgicaux, 15 000 combinaisons de protection, 15 000 paires de lunettes de protection, 15 000 paires de gants chirurgicaux et 3 000 paires de couvre-chaussures à usage médical. Ces équipements ont été réceptionnés le 17 juin 2020 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence de la République, Ferdinand Gongo, qui représentait le chef de l'État en présence de l'ambassadeur de Chine au Cameroun, Wang Yiwu. Il s'agit du deuxième lot offert par la Chine dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Lutte contre la Covid-19, la mairie de Garoua 3e offre des kits de protection et de lutte contre la pandémie aux écoles, églises et mosquées. Ils ont été distribués aux responsables le 17 juin 2020 dans l'enceinte de la dite mairie par le deuxième adjoint au maire qu'assistait Madame le sous-préfet de l'arrondissement de Garoua 3e. Reportage Armand Giscard-Bougné. Covid-19, la lutte se poursuit à Garoua 3e. Les chiffres sur le nombre de contaminations au Covid-19 ne cessent de grimper au Cameroun et la commune d'arrondissement de Garoua 3e, comme d'ailleurs la quasi-totalité des municipalités du pays, sont au front pour stopper la vague de contamination due à cette pandémie. Nous n'avons pas le choix. La santé de nos populations est vraiment importante. C'est pour ça que nous n'hésitons pas, à chaque fois que nous avons l'occasion, de renforcer les mesures barrières pour que nos populations s'en imprègnent et que nous faisions face à ce Covid-19 qui fait de plus en plus de ravages. Les populations de Garoua 3 doivent participer au combat en respectant scrupuleusement les mesures barrières telles que le prescrivent l'OMS et le gouvernement camerounais. Nous appelons donc nos populations à faire preuve de beaucoup de discipline personnelle. Il faut observer systématiquement les mesures barrières afin d'être protégés. Nous protéger nous-mêmes, protéger les populations de l'arrondissement de Garoua 3. Des efforts de lutte que la commune d'arrondissement de Garoua 3e entend poursuivre afin de réduire la courbe de contamination. Le don de ce mercredi 17 juin 2020, fait de seaux et de cache-nez, est destiné aux écoles primaires et secondaires de l'arrondissement, ainsi qu'aux églises et mosquées de la localité. Les bénéficiaires ont tenu à remercier les donateurs, un geste qui, selon eux, participe à l'élan de combat déjà amorcé par le passé. Et avant cette remise, nous avons tenu une réunion d'évaluation, de l'application des gestes barrières avec Madame le sous-préfet de Garoua 3e. Et tout à l'heure, comme vous venez de le voir, nous avons reçu ce kit. Dès demain, nous allons donc apporter dans les établissements et renforcer donc la capacité. Et je pense que la mairie de Garoua 3e est en train de mettre tout en œuvre pour qu'ensemble nous combattons le Covid-19. Un hommage mérité a d'ailleurs été rendu au défunt maire Hamidou Laïmani, disparu le 11 mai 2020 des suites de maladie. Une minute de silence a été observée pour honorer sa mémoire de grand bâtisseur de la commune d'arrondissement de Garoua 3e. Du côté de l'extrême nord Cameroun, notamment à Maroua, le maire dresse le bilan de ses 100 jours à la tête de la mairie. Face à la presse, mardi dernier, Salih Babani a fait la promesse aux populations de la ville de Maroua de leur offrir un avenir radieux dans une ville à l'allure moderne. Les détails dans ce reportage de Willy Kamazon Amedou Kaou. Le tout premier maire de la ville de Maroua, Dr Salih Babani, était face à la presse le mardi 16 juin 2020 dans la salle des actes de la communauté urbaine de Maroua pour faire une évaluation de ses premières réalisations depuis plus de 3 mois. D'entrée de jeu, le maire plante le décor en indiquant le premier chantier qui marque le début de son mandat. Le deuxième chantier auquel s'est déjà attaqué le maire de la ville est l'avenue Kakatare, après 5 années de blocage des travaux qui devaient être réalisés par le génie militaire. L'avenue Boulevard du Renouveau à Domayo connaît aussi une réhabilitation ainsi que la route Pala, Chofa, Boni et quelques artères de la ville. I invite all of them to love Maroua, to love
our city. We have to develop this city. Ladies and gentlemen, this is the last word. L'objectif premier est de faire fructifier la circulation surtout par 7 ans de saison des pluies. Une enveloppe de 540 millions de francs CFA a été consacrée à ces réalisations. Le futur, je l'entrevois en rose. Le futur sera une très belle aventure pour nous parce que bientôt nous allons, avec l'appui de Dieu, avec la volonté de Dieu, nous allons traverser cette triste période que nous vivons en ce moment. Et au-delà donc de cette période-là, nous allons nous atteler à des activités qui vont dans le sens de développer la ville de Maroua, de doter la ville de Maroua d'infrastructures dignes, de répondre aux aspirations des populations et d'œuvrer effectivement au développement de la ville de Maroua, en ce sens que ces populations, nos populations, ont besoin d'un certain nombre d'infrastructures pour lesquelles ils sont, n'est-ce pas, regardants. Le docteur Sali Babagny a également fait de grandes annonces au rang desquelles la remise en état de l'éclairage public, l'entretien des ouvrages de drains, la création d'une menuiserie municipale en bois et en métal, le renouvellement du parc d'engins de génie civil, la création d'un site internet, l'ouverture de la bibliothèque municipale avec 400 000 livres en ligne et un Wi-Fi gratuit afin de donner plus de vivacité aux réalisations de la communauté urbaine. Pour y parvenir, le maire dit être entouré d'une équipe de collaborateurs et de techniciens rompus à la tâche. Entre autres chantiers, le nouveau maire de la ville de Maroua, Dr Sali Babagny, est vivement attendu au pied du mur par les populations qui veulent passer le savon sur les 17 ans de gestion, non sans reproche de l'ancien délégué du gouvernement, Robert Bakary Yaouré. Restons à l'extrême nord pour souligner que le FECOM vient de mettre à la disposition des communes de cette partie du Cameroun une enveloppe de près de 1 milliard de francs CFA pour les aider à prendre des personnes déplacées et des couches les plus défavorisées en charge. Reportage Amidou Kaou, une fois de plus. Le FECOM débloque plus d'1 milliard de francs CFA au profit des communes dans la région de l'extrême nord. Il s'agit de la commune de Mozogo, de Mogodé et de la commune de Kaikai. Une enveloppe destinée à mieux aider à la prise en charge des personnes déplacées et des couches les plus défavorisées, dans le cadre du projet dénommé Programme de développement économique et social des villes secondaires exposées à des facteurs d'instabilité. La mise en œuvre de ce projet a été matérialisée mardi dernier à Maroua par la remise des motos et du matériel informatique aux bénéficiaires en présence du gouverneur de la région de l'extrême nord, Midi Yawa Bakary. Cet appui aux communes de Mogodé et Mozogo, 2 communes du département du Mayo-Tanaga, voisins au Nigeria et vulnérables sur le plan sécuritaire, et la commune de Kaikai, régulièrement menacée par les inondations, vient à point nommé. Ceci injecté dans leur caisse leur permettra de créer des emplois aux déplacés et aux réfugiés et de développer des infrastructures, un projet qui réjouit les maires. C'est un honneur de prendre la parole ici aujourd'hui pour souhaiter au nom de l'ensemble du personnel de l'agence et au mien propre une chaleureuse bienvenue et un agréable séjour au FECOM. À vous-même, Monsieur le Gouverneur, ainsi que à l'importante suite qui vous accompagne, à l'occasion de la cérémonie officielle de remise de matériel roulant et informatique aux communes de la région de l'extrême nord concernées par le programme de développement économique et social des villes secondaires exposées aux facteurs d'instabilité. Le projet a été mis en œuvre dans une zone où l'éducation est prioritaire et a été bien accueilli au sein de la communauté éducative. Notre mission, celle qui nous a été confiée par les pouvoirs publics, c'est celle d'accompagner les collectivités territoriales décentralisées pour leur développement. Et donc aujourd'hui encore, c'est une action dans le cadre du renforcement des capacités des communes, surtout celles qui ont subi des crises importantes liées notamment aux attaques terroristes, à l'afflux de réfugiés, aux personnes déplacées. Donc nous avons vu quand nous avons préparé ce projet combien de personnes il y avait dans une salle de classe, combien de salles de classe avaient été détruites
Et il était important que nous puissions apporter, dans le cadre de notre action, cet appui spécifique dans le cadre d'une problématique particulière que vivent ces communes-là, qui ont accueilli pour chacune des milliers de personnes de façon inattendue. Discours de circonstance, le gouverneur de l'extrême nord, Midi Yawa Bakari, indique que ce projet va à coup sûr impacter le quotidien des populations et nécessite un bon exécutif et un bon suivi. Il faut dire que la région de l'extrême nord subit depuis quelques années des difficultés liées aussi bien aux contraintes climatiques, aux attaques terroristes de la secte de Boko Haram, au déplacement des personnes réfugiées en provenance des pays voisins. Prenant en compte cette situation spécifique de notre région, le Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale, FECOM, a développé en son temps le programme de projet à impact rapide qui concernait l'ensemble des communes. La remise du matériel roulant et informatique matérialise le lancement de ce projet dans cette partie du pays qui est régulièrement menacée par des exactions de Boko Haram. Au Burundi, le président élu prend la tête d'un pays fragilisé. Le président Burundi, Evariste Ndayishimiye, a prêté serment hier jeudi avec 2 mois d'avance sur la date prévue après le décès soudain de son prédécesseur Pierre Nkurunziza. Il prend en main les destinées d'un pays divisé, isolé, appauvri et confronté à l'épidémie, à la pandémie de la Covid-19. Thierry Blanchard-Sop pour plus de détails. Devant Dieu le Tout-Puissant, devant le peuple burundais, seul détenteur de la souveraineté nationale, moi, Evariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je jure fidélité à la charte de l'unité nationale, à la constitution de la République du Burundi et à la loi, a déclaré le chef de l'État en prêtant serment dans le stade Ngoma de Gitega, la capitale administrative du pays. Cette cérémonie s'est tenue dans un contexte particulier en raison de la situation sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus qui a empêché tout chef d'État étranger d'y assister. Les autorités avaient demandé au public de se présenter assez tôt pour se plier aux mesures sanitaires mises en place, comme le lavage des mains et la prise de température. Mais la distance de sécurité fixée à 70 cm entre les personnes était loin d'être respectée. Et à part quelques officiels, quasiment personne ne portait le masque. Élu à la présidentielle du 20 mai, M. Ndayishimiye devait initialement prendre ses fonctions le 20 août à la fin du mandat de Pierre Nkurunziza. Le décès subit de ce dernier le 8 juin, à l'âge de 55 ans après 15 années au pouvoir, officiellement d'un arrêt cardiaque, a changé la donne. Pour éviter une période d'incertitude qui aurait pu déstabiliser le Burundi, dont l'histoire est jalonnée de crises politiques meurtrières et d'une longue guerre civile, le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, a décidé d'accélérer la transition. La Cour constitutionnelle, acquise à l'exécutif, a donc ordonné que M. Ndayishimiye débute son mandat de 7 ans le plus tôt possible, sans période d'intérim. À la mort de M. Nkurunziza, qu'il avait présenté comme son héritier, le général Ndayishimiye s'est engagé à poursuivre son œuvre. La disparition de M. Pierre Nkurunziza, qui devait rester très influent, pourrait lui donner des coudées un peu plus franches. Mais les analystes s'interrogent sur sa capacité à s'affranchir du groupe des généraux qui détiennent la réalité du pouvoir et à réconcilier un pays encore traumatisé par la crise de 2015. S'il cherche à réformer, il risque de se heurter à des obstacles, à des réticences de la part de ces généraux qui ont intérêt à se protéger, prévoit Karina Tertsakian de l'Initiative pour les droits humains au Burundi. Reprise des cours du côté du Sénégal, le ministre de l'Éducation nationale propose la date du 25 juin malgré la hausse des cas de contamination liés à la Covid-19 prévue en effet pour le 2 juin et reportée à une date ultérieure. Le ministre propose que ces cours, surtout pour les classes d'examen, devraient reprendre le 25 juin prochain. Le ministre de l'Éducation sénégalaise était effectivement face au Conseil des ministres. En Côte d'Ivoire, un glissement de terrain cause la mort d'au moins 13 personnes et de nombreux disparus ensevelis sous des tonnes de boue hier jeudi dans la banlieue nord d'Abidjan. Des centaines de personnes dont certains s'enfoncent par moments jusqu'aux genoux, voire jusqu'aux hanches dans la boue, tentent de retrouver encore des survivants
tout en récupérant casseroles, portes, documents, vêtements et chaussures que l'éboulement a dispersés sur près de 70 mètres. Le scénario des pluies torrentielles suivies d'inondations dévastatrices est récurrent dans cette capitale économique ivoirienne. Des constructions dans les zones inondables, souvent habitées par des pauvres, sont légion dans cette métropole d'Afrique de l'Ouest qui compte 5 millions d'habitants et en croissance continue. Les autorités ont entrepris des actions dans la ville après de graves inondations qui avaient causé la mort de 18 personnes en juin 2018. Le drame de jeudi s'inscrit dans cette logique dans le plan de l'urbanisme de la ville conçu pour cette zone a été conçue pour accueillir les pluies, a-t-on appris de l'autorité préfectorale qui a réquisitionné une partie du goudron pour replacer les personnes désespérées et qui ont été déplacées de ce côté. Il faut également dire que du côté de la Libye, le pays est en proie au chaos et il s'y sévit encore des conflits rivaux. Et pour venir en aide aux réfugiés dans ces territoires, 2 agences onusiennes ont annoncé mardi dernier leur intervention. Thierry Blanchard-Sop nous en dit plus. Le Haut Commissariat pour les réfugiés, le HCR, et le Programme alimentaire mondial, le PAM, unissent leurs forces en Libye dans le cadre d'un projet qui vise à atteindre jusqu'à 10 000 réfugiés et demandeurs d'asile en situation d'insécurité alimentaire avec une aide d'urgence cette année. La première opération de distribution a eu lieu lundi dernier à Sarraj, un quartier de l'ouest de la capitale Tripoli. Quelques 2000 réfugiés et demandeurs d'asile en bénéficieront au cours de la phase pilote. Des dizaines de milliers de réfugiés et demandeurs d'asile, mais également des migrants souhaitant traverser la Méditerranée pour rejoindre l'Europe, vivent dans les zones urbaines en Libye. La plupart dépendaient du travail journalier, mais ce travail s'est tari en raison des restrictions de mouvements liées à la lutte contre la maladie Covid-19. Ils vivent le jour et peinent à se nourrir, a déclaré le chef de la mission du Haut Commissariat des réfugiés en Libye, Jean-Paul Cavalieri. L'aide que nous fournissons dans le cadre de ce projet arrive à un moment critique et sera une bouée de sauvetage pour les réfugiés et les demandeurs d'asile les plus vulnérables dans les zones urbaines, a-t-il ajouté. Selon le Haut Commissariat des réfugiés, ces réfugiés en milieu urbain se retrouvent particulièrement démunis face à la propagation du nouveau coronavirus et les mesures préventives imposées par les autorités comme les couvre-feux et la fermeture des commerces qui les emploient. En outre, la situation de ces populations vulnérables s'est aggravée après l'offensive lancée en avril 2019 par l'homme fort de l'Est libyen Khalifa Haftar pour conquérir Tripoli, siège du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Après une série de revers militaires, les pro-Haftar ont dû se replier vers leurs bastions de l'Est et du Sud du pays. Madame, Monsieur, c'est sur cette information que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Retrouvez-nous également sur toutes nos plateformes médias, notamment notre chaîne YouTube, notre page Facebook, Instagram, Twitter et surtout n'oubliez pas de faire un tour sur notre site internet à l'adresse www.refletdafrictv.com. Au revoir.